Comme certains me l'ont fait remarquer avec le confinement, je ne vous ai pas fait la correction du devoir sur le risorgimento, c'est-à-dire le processus d'unification italienne. Je vous fais donc une correction rapide. Il s'agissait ici, je vous le rappelle, de faire le récit. Donc une forme un peu particulière dont je vous avais donné la méthode, qui n'est pas une question type bac comme on fait d'habitude, c'est vraiment un récit. Donc le récit commence toujours par une situation initiale, une situation de départ, comme je vous l'avais précisé dans la consigne. Donc si la situation initiale, quelle est-elle ? Elle est telle qu'on peut le voir sur la carte que vous aviez. On a une Italie qui est divisée en différents royaumes plus ou moins indépendants, à savoir tout d'abord des royaumes indépendants que sont le royaume des deux Siciles, surnommé souvent le royaume de Naples au sud, et le royaume de Piémont-Sardaigne, donc dit royaume de Sardaigne, mais dont en fait le cœur du pouvoir est dans le Piémont, capitale Turin, ainsi qu'un autre État lui aussi indépendant, les États pontificaux. Donc situation initiale, on a une Italie divisée entre plusieurs États, dont trois royaumes indépendants, le royaume dit des deux Siciles, le royaume dit de Piémont-Sardaigne, et les États pontificaux. Dans la partie nord, on a des territoires qui font directement partie de l'Empire d'Autriche, des Habsbourg, et au centre, entre les régions annexées par l'Empire d'Autriche, c'est-à-dire la Vénétie, la région de Venise, et la Lombardie, la région de Milan, on a des petits duchés indépendants, mais sous protection autrichienne et, pour certains d'entre eux, dirigés par des membres de la famille impériale autrichienne. Donc ça, c'est notre situation initiale. Mais il y a un deuxième élément dans notre situation initiale. C'est que, alors que l'Italie n'est, pour reprendre l'expression de Metternich, le chancelier de l'Empire d'Autriche, une simple expression géographique, divisée entre plusieurs États, des royaumes indépendants, des zones directement autrichiennes et des petits duchés sous protectorat autrichien, se développe l'idée d'une identité nationale italienne qui a été apportée par les armées françaises pendant la Révolution, et notamment par les armées napoléoniennes, puisque, avant même la prise de pouvoir de Napoléon, les armées révolutionnaires en Italie étaient des armées commandées par Napoléon. Et cette identité, quelle est-elle ? Elle est telle qu'on peut la voir dans le document B. C'est une identité d'abord qui a un fondement historique, puisqu'elle se base sur une certaine nostalgie de la Rome antique. Encore le diapo à la bougette. Une certaine nostalgie de la Rome antique. Puis, deuxième fondement historique, de la Renaissance. Donc c'est une identité qui a une histoire. Rome, puis la Renaissance. Auquel ils ajoutent l'influence des papes dans l'Europe chrétienne. Ça, c'est anecdotique. Donc c'est une identité qui se base sur des racines qui disent historiques. Néanmoins, ils se plaignent que si cette identité, qui a comme point commun une langue, la langue italienne, et des origines historiques communes, la Rome antique, la Renaissance, l'Italie n'a pas de drapeau, pas de nom, et donc pas de rang parmi les nations, pour reprendre l'expression qui est ligne 6 du texte ici même. Donc ça, c'est notre situation de départ. Une Italie divisée, qui est une expression géographique, pour reprendre les termes de Metternich, vous n'aviez pas ça dans les documents, mais je vous le rajoute, mais la naissance d'une identité nationale apportée par les armées françaises, dont on avait déjà parlé. Et maintenant, il y a plusieurs étapes. Première étape, que vous pouvez éventuellement fusionner de l'introduction, je l'ai accepté, c'est la création, oui voilà, c'est dans les biographies, c'est la création de sociétés secrètes. Et celle-là, vous êtes souvent passé à côté, puisque c'était la moins évidente, elle était moins explicitement dite dans les documents, enfin on en parlait dans les documents, mais c'était moins évident. On a la création de sociétés secrètes pour défendre cette Italie, cette identité italienne. La société jeune italienne, fondée par Mazzini, qui est ensuite rejoint par Garibaldi. Voilà, elle était décrite ici. Des sociétés il m'énerve le diapo. Des sociétés secrètes auxquelles certains personnages connus ont adhéré, dont Napoléon III, qui a été en exil en Italie dans sa jeunesse et qui a donc adhéré à ces sociétés secrètes italiennes, qu'on surnomme souvent les Carbonari. Donc première étape,
on a des sociétés secrètes qui défendent l'unité italienne contre l'ordre monarchique du Congrès de Vienne dont on avait déjà parlé. Celle fondée par Mazzini, qui est rejoint par Garibaldi, donc celle-là, elle était nommée dans la biographie de Garibaldi, et d'autres comme celle rejoint par Napoléon III. Donc là, vous voyez, on a un élément, et on a à chaque fois des acteurs, puisque dans un récit, c'est pas des vagues événements, c'est des événements incarnés par des acteurs. Et ça, je vous l'avais précisé dans la consigne. Donc ici, les acteurs, c'est Garibaldi ou Napoléon III, qui adhèrent à des sociétés secrètes, qui ont été fondées. Mais il y a un deuxième événement dans cette première partie, c'est que les sociétés secrètes voient leur mot d'ordre repris par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le roi du Piémont, Victor Emmanuel II, qui adopte une constitution libérale et qui choisit de s'allier du coup aux militants nationalistes italiens pour unifier l'Italie, mais attention, à son compte, tant qu'à faire. Donc je reprends cette première étape. L'unité italienne qu'on a vue en situation initiale, elle est défendue par des sociétés secrètes, comme celle qui a rejoint Garibaldi ou celle qui a rejoint Napoléon III, puis est reprise par un souverain italien qui décide d'en profiter, c'est Victor Emmanuel II, le roi du royaume de Piémont-Sardaigne, en vert, mais qui reste petit face à l'Empire d'Autriche qui contrôle l'ensemble, qui est le garant en contrôlant lui-même une partie d'Italie en protégeant les autres. Deuxième partie, maintenant, que va faire notre nouvel acteur Victor Emmanuel II? Eh bien, lui, ou plutôt son Premier ministre, troisième et dernière biographie, son Premier ministre va négocier, donc Cavour va négocier une alliance avec Napoléon III, le nouvel empereur des Français qui est un ancien militant des sociétés secrètes de l'unité italienne. Donc deuxième partie, ici notre acteur, c'est Cavour, qui négocie avec Napoléon III pour obtenir son aide contre l'Autriche. Donc là, vous avez les termes de la négociation qui étaient résumés sur le document C. Voilà, on négocie dans le but d'isoler l'Autriche sans alarmer les autres puissances, sans besoin de guerre défensive, etc. Et en échange, il promet des régions frontalières qui appartenaient anciennement à la France, à savoir Nice et la Savoie, en restitution à la France contre son aide pour unifier l'Italie. Donc je répète ce que je disais, situation initiale, Italie divisée, mais naissance d'une identité italienne. Première partie, premier événement, première péripétie, la constitution de société secrète rejointe par Garibaldi ou Napoléon III, puis dont l'idée est reprise par le roi du Piémont, Victor Emmanuel II. Deuxième partie, l'intervention du coup piémontaise, qui prend ça en compte, avec notre acteur de la deuxième partie, qui est Cavour, qui négocie avec Napoléon III, pour faire l'unité italienne contre l'Autriche. Et du coup, Napoléon III, c'est notre autre acteur de cette deuxième partie. Napoléon III, il accepte de s'accorder avec le royaume du Piémont-Sardaigne, et dans une guerre avec l'Autriche, suite à la bataille de Solferino dont je vous avais donné une vidéo, expulse l'Autriche d'Italie en 1860. Il y a une paix qui est signée, et le Piémont ne gagne que la Lombardie, mais l'Autriche est expulsée, et ça va lui permettre d'achever l'unité. Mais pour achever l'unité, on a notre partie suivante. Donc, les guerres dont on avait parlé, la bataille de Solferino, mais on a ensuite notre partie suivante. Donc, troisième partie, cette fois il s'agissait de toutes les insurrections et les plébiscites organisés dans toute l'Italie. Donc, troisième partie, c'est à l'initiative de Cavour que dans tout le reste de l'Italie sont organisés des plébiscites pour demander au peuple s'ils veulent rejoindre le Piémont pour former un royaume d'Italie. Souvent avec l'aide de militants armés envoyés par Cavour, comme c'est le cas à Naples, avec Garibaldi, qui est envoyé avec une expédition de volontaires renverser le roi de Naples et susciter une révolution. Et donc à chaque fois, dans chaque état d'Italie, après que les Autrichiens étaient expulsés par leur défaite face aux Français, Cavour, donc notre acteur à nouveau de la quatrième partie, vient organiser des référendums dans chaque État italien pour se rattacher au futur royaume d'Italie. Et à l'inverse, dans les États qui sont cédés à la France, Nice et la Savoie, on fait aussi un référendum pour les céder à la France.
Donc voilà, on a 3 parties. Première partie, nos acteurs, c'est Napoléon III, Garibaldi et compagnie qui sont membres de sociétés secrètes, puis Victor Emmanuel II qui s'y intéresse et qui rallie son royaume à l'unité italienne. Deuxième partie, c'est la prise en main de cela par le Piémont-Sardaigne avec Cavour, le premier ministre de Victor Emmanuel II, qui négocie avec la France, puis Napoléon III, autre acteur de la seconde partie, qui attaque l'Autriche et l'expulse d'Italie. Puis ils annexent la Lombardie au royaume du Piémont. Troisième partie, notre acteur c'est toujours Cavour, qui organise des référendums, souvent appuyés par des insurrections armées de ses partisans, dans les différents États italiens pour unifier l'Italie. Et pareil en Savoie et à Nice, qui sont cédés à la France après référendum. Et donc il nous manque un dernier élément pour le récit, la situation finale. Et bien la situation finale, après les éléments qu'on a déjà vus, c'est que l'Italie est unifiée, c'est la création du royaume d'Italie que vous avez ici en 1861. Donc là, la situation initiale à gauche, la situation intermédiaire avant les référendums en 1860, puis 1861. L'Italie qui est unifiée, sauf une partie que vous avez dans le document H. Là, une petite zone qui reste sous contrôle du pape, protégée par la France et par Napoléon III, qui a besoin du soutien des catholiques en France. Donc voilà, on a notre situation initiale, nos 3 situations, avec à chaque fois des acteurs, nos 3 péripéties, avec à chaque fois des acteurs, et notre situation finale.